Martinique a un souci électrique, donc il ne pourra pas être parmi nous. Sans plus tarder, je passe la parole à Ludovic de Guyane, directeur de la DETS, qui va nous entretenir sur le contrôle des délais de paiement. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs, à M. Blandin en premier pour ces assises et surtout ce sujet qui est particulièrement important pour notre tissu économique, compte tenu de l'impact que ça a sur la fragilisation d'un grand nombre de nos structures. Donc je vais aborder l'aspect, je dirais, très régalien du contrôle des délais de paiement. Et puis je finirai quand même par des perspectives et quelques commentaires généraux sur tous ces éléments au-delà de la réglementation elle-même. Alors, je vais aller très vite sur les deux premières planches parce qu'on en a déjà parlé, ça a déjà été évoqué par d'autres interlocuteurs. En plus, ces informations-là sont en ligne sur Internet, tout le monde les trouve. Donc, je ne vais pas revenir sur ces aspects, les 30 jours, les 45 jours, les 60 jours, les calculs des 45 jours de deux manières qui permettent, il faut toujours en fonction de la date de la facturation vérifier qu'est-ce qui est le plus pertinent, le plus intéressant pour le fournisseur. Avec des secteurs qui sont spécifiques et qui bénéficient de particularités. Je vais juste parler d'un point qui est important puisqu'il concerne uniquement les DOM et COM en cas d'importation fiscale. Celui-là est spécifique à nos territoires. Donc les délais sont décomptés à partir de la date de dédouanement des marchandises au port de destination finale. Cependant, ça c'est un point important, lorsque la marchandise est mise à disposition de l'acheteur dans l'Hexagone, le délai est décompté à partir du 21e jour suivant la date de mise à disposition ou à partir de la date de dédouanement si celle-ci est antérieure à ce 21e jour. C'est un amendement qui avait été voté et présenté par nos élus, qui avait vocation d'éviter les retards de paiement en cas de stockage de marchandises dans l'Hexagone. Parce qu'il y avait vraisemblablement des pratiques où effectivement ça pénalisait fortement les fournisseurs. Et donc ce dispositif spécifique pour les Outre-mer, compte tenu de notre éloignement des délais de fret, etc., avait été mis en place il y a une bonne dizaine d'années. Pour en venir au point principal de mon intervention sur les sanctions qui sont à la main de la DETS en termes d'amende administrative. Donc c'est le pôle C, qui est concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, qui s'occupe de ça à la DETS, qui a de nombreuses missions, mais notamment celle-là, donc qui est chargé de contrôler effectivement le respect des règles du Code du commerce relatives aux délais de paiement. Alors il y a une amende administrative avec un montant maximal en fonction de la personne sanctionnée ou de la structure sanctionnée. C'est jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et jusqu'à 2 millions d'euros pour une personne morale. Donc effectivement, ce sont des sanctions qui peuvent être conséquentes en fonction du problème constaté. Cette sanction elle est publiée sur le site internet de la DGCCRF, c'est important, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de name and shame, comme on dit en anglais, et sur le journal local aux frais de la personne contrôlée. Donc il y a effectivement en plus, et ça c'est, je pense, compte tenu des amendes, tout aussi important par rapport en termes d'incitation, c'est effectivement l'image que ça peut donner de l'entreprise qui n'a pas respecté ses obligations en termes de délai de paiement. Le montant est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans. Donc là aussi c'est important. Alors, qu'est-ce que contrôle la DETS par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici? La DETS contrôle les entreprises, y compris les entreprises publiques, mais elle ne contrôle pas les services, les administrations de l'État et des collectivités publiques. Donc c'est important, ce sont les entreprises que l'on contrôle. Avec depuis 2020 une nouveauté qu'on n'a pas manqué de mettre en application, que nous sommes aussi compétents pour les sociétés d'économie mixte. Donc ça c'est un point important. Et évidemment ça touche le secteur du bâtiment, j'y reviendrai. Alors, les suites des contrôles ou les modalités de contrôle. Quand on fait un contrôle, évidemment, c'est une application très juridique. On analyse tous les textes et on analyse tous les documents que l'on récupère au niveau de l'entreprise. Mais on analyse aussi la situation financière de l'entreprise
pour le calcul du montant de l'amende administrative et l'ampleur des dépassements. Donc la situation financière de l'entreprise, cela veut dire qu'une entreprise dont on constate qu'elle-même est en grande difficulté peut avoir des circonstances atténuantes et donc on peut avoir des sanctions qui sont plus limitées. De la même manière, si cette entreprise est elle-même subit elle-même des délais de paiement conséquents de la part de certains de ses clients. D'autant plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, si cela vient de clients publics. Et évidemment, l'ampleur des dépassements, elle aussi, et puis la réitération, bien sûr, va jouer dans le choix, dans la décision sur de fixation de ce montant. Alors dans le processus, il y a une pré-notification et ensuite il y a une phase de contradictoire qui dure 2 mois. Donc ça c'est un point important, c'est que l'entreprise est en mesure de faire toutes ces observations avant qu'il y ait une notification de l'amende. Et ensuite évidemment on peut faire des recours, les recours hiérarchiques ou recours classiques que l'on peut avoir au niveau judiciaire. Quelques constats, c'est un point important aussi de comprendre qu'est-ce que l'on sanctionne dans ces contrôles. Alors évidemment, déjà les dépassements récurrents pour des petits fournisseurs. Je ne l'ai pas dit, mais ça a été dit et redit. Pourquoi tous ces contrôles et pourquoi les délaitements sont aussi importants, c'est qu'évidemment, ça fragilise nos très petites entreprises qui sont les premières victimes de cette situation de délai de paiement pour lesquelles elles ne peuvent pas les répercuter vers d'autres clients. Donc c'est évidemment très compliqué. Vers d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est des dépassements récurrents, c'est très important. Les délais de règlement convenus supérieurs au plafond légal. Alors là, c'est important aussi de bien comprendre qu'il y a une co-responsabilité là-dessus. C'est-à-dire que si le fournisseur mentionne des clauses qui sont illégales et qui sont supérieures donc au plafond légal, c'est tout aussi interdit et le client doit rectifier, doit en connaître et rectifier cette erreur, si c'est une erreur, ou en tout cas cette décision qui est prise d'un commun accord. Donc il y a une co-responsabilité. Donc quand bien même c'est le fournisseur qui a proposé un délai trop long, interdit, on va sanctionner cette situation. Le processus de réception et de validation des factures trop long, ça aussi c'est un constat assez régulier. On en a parlé pour les collectivités locales, mais c'est vrai aussi pour les grands groupes, il ne faut pas se leurrer, qu'ils soient dans l'Hexagone et qu'ils soient chez nous. Les grands groupes, eux aussi, ont des processus décisionnels ou des processus de contrôle ou des processus de demande de pièces qui peuvent être très lourds et qui vont entraîner de fait une impossibilité de respecter les délais en question. Donc ça c'est important et c'est aussi un constat assez régulier, soit que l'organisation n'est pas adaptée, soit que les processus sont ou décisionnels ou de contrôle interne sont beaucoup trop lourds. Des anomalies liées au formalisme avec l'absence des mentions de bas de page, ça c'est un point important, j'y reviendrai aussi après, parce que ce n'est pas non plus le même type de sanction, mais évidemment on contrôle aussi la facturation et ses modalités, et là on fait des constats assez réguliers de manquements. Et donc les pénalités de retard ou les indemnités forfaitaires qui ne sont pas payées, là aussi on a un rôle de contrôle sur cet aspect-là. Et ça a été évoqué tout à l'heure, malheureusement c'est rarement payé. Les indemnités forfaitaires, c'est comme les intérêts moratoires, c'est de droit, ça ne va pas être demandé, et pour autant, on sait combien c'est difficile de les obtenir. Alors les contrôles du pôle C en Guadeloupe sur 2015-2022, pour vous donner un ordre d'idée, 31 dossiers contentieux sur plus de 150 établissements contrôlés. Alors 150 établissements contrôlés, ça veut dire qu'il faut au moins doubler le nombre de contrôles sur place. C'est du contrôle sur place qui est lourd, c'est du contrôle de pièces qui est lui aussi conséquent. Donc c'est un certain nombre de jours qu'il faut consacrer à ce type de contrôle. C'est une démarche qui est lourde, qui est importante, mais qui est très très précise et exigeante. Donc c'est effectivement beaucoup de travail. 131 dossiers contentieux sur 150 établissements, on est dans la norme qui a été évoquée au tout départ par l'IEDOM dans son bilan. Je crois que c'est l'IEDOM qui en a parlé tout à l'heure, mais on est sur des ratios à peu près identiques à ceux du niveau hexagonal en termes de constat. Bon, je crois que c'était la présidente de l'Observatoire qui l'a évoqué, qui est notre ancienne DGCCRF, donc qui connaît très bien le sujet qu'elle a géré dorénavant au niveau de l'Observatoire. Alors le ciblage local, c'est un choix local, et on est dans une logique de contrôle en cascade, c'est-à-dire qu'on va travailler plutôt sur des filières pour bien comprendre quand on contrôle en amont et en aval comment ça se passe. Tout d'abord, c'est 90% de grands groupes que l'on contrôle. Ce ne sont pas les TPE que l'on va contrôler sur les sujets comme ça, ce sont les grands groupes, ce sont eux qui ont la plus grande responsabilité en termes de maîtrise des délais.
Quels sont les secteurs? Donc la grande distribution, le commerce de gros principalement, hein, je pense que c'est à peu près 80% des contrôles. Transport transitaire, l'industrie agroalimentaire, les télécommunications. Et donc, comme je l'ai dit, les SEM, vous voyez que le secteur du BTP n'y est pas. On a tout à fait conscience que le secteur du BTP, pour une grande partie, connaissez l'importance du secteur public dans la commande publique, en particulier BTP, on sait très bien que le secteur du BTP est très impacté par ces délais de paiement. Donc ce n'est pas notre cible prioritaire, sauf pour les SEM qui, elles, ont aussi, là pour le compte, sont des grosses structures, financées aussi par des fonds publics, et donc pour lesquelles on a un regard très particulier. Un point sur la facturation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant parce que ça revient au sujet des pénalités de retard ou d'indemnités forfaitaires. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce qu'il y a à mettre dans une facturation, mais la date d'échéance du règlement et les pénalités en cas de retard, ça c'est quelque chose que l'on regarde et c'est des constats que l'on a pu faire sur les difficultés. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due aux créances en cas de retard de paiement, c'est 40 €. C'est pas un bon montant énorme, mais c'est exigible sans rappel de l'entreprise. L'adresse de facturation, si elle est différente, le numéro du bon de commande, enfin, autant d'éléments qui vont fiabiliser la facturation et faciliter sa rapidité de traitement. Et surtout la cohérence des informations qui y sont mises. Le taux de pénalité de retard correspond généralement au taux directeur de la Banque centrale européenne, mais il y a un taux minimum, puisque ça peut être négocié, il y a un taux minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal, ce qui était à 6,18% aujourd'hui pour 2023. Là aussi, donc, on peut opérer des sanctions si l'on constate que les mentions obligatoires n'ont pas été respectées, et sous forme d'amende administrative. C'est 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Et pareil, ça peut être doublé en cas de réitération dans les 2 ans. Quelques points que je voulais faire au-delà de ça, là, je mets quelques éléments de contact. Alors il y a un site national, il y a un site qui a été évoqué tout à l'heure par le secrétaire général des assises, mais il y a aussi un site qui est dédié par notre ministère sur les délais de paiement. C'est là d'ailleurs qu'on trouve la liste des entreprises qui sont sanctionnées, en tout cas les plus grosses. Vous pouvez aussi solliciter l'ADETS directement et le service concerné, le pôle C avec cette adresse. Et si c'est des sujets plutôt économiques ou difficultés d'entreprise, nous avons aussi une adresse qui permet de nous solliciter, puisque évidemment ce sujet est très lié et on travaille étroitement avec le pôle C quand il y a un impact sur la situation économique des entreprises. Quelques points sur la lutte contre les retards de paiement, parce que c'est aussi ce point-là qui est important pour moi. Alors sur le sujet entreprise et relations inter-entreprises, évidemment donc les sanctions les contrôles et les sanctions que nous pouvons décider, c'est évidemment un moyen de lutte contre ces retards. De la même manière, l'interdiction des clauses ou pratiques abusives qui ont pour effet de retarder le démarrage des délais de paiement, ça peut être avec des formalités lourdes qui sont inconsidérées, des formalités redondantes ou répétées, et ça on le trouve aussi bien dans le public que dans le privé, mais on n'a pas à redemander plusieurs fois la même pièce, on n'a pas à demander 10 fois, enfin une pièce et puis ensuite une autre pièce, encore une quatrième pièce. Ça, non, on doit en une seule fois demander l'ensemble des pièces. Et si on saucissonne comme ça, c'est autant de moyens de retarder la facturation. Et ça, c'est pareil, c'est pas autorisé. Donc il y a toute une série d'éléments comme ça qui doivent être améliorés. Le circuit de validation qui peut être très lourd, je l'ai évoqué, mais y compris, donc, on l'a constaté dans des grands groupes. Les pièces à produire. Donc, il y a les procédures de vérification. Il y a 30 jours de procédure de vérification maximum, sauf spécification contractuelle. Donc, tous ces éléments-là d'interdiction de clauses qui peuvent être abusives, c'est un point évidemment important pour lutter contre les retards de paiement. La digitalisation de la gestion des paiements, ça c'est un point important. Ça a été évoqué tout à l'heure, et notamment par l'expert comptable présent. Là, il y a des gros efforts à faire sur la maîtrise de Chorus Pro, bien sûr, sur la maîtrise de Chorus pour les TPE. Il y a des obligations qui vont arriver, ça a été mentionné. Il va falloir accompagner les très petites entreprises. On sait qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent par l'envoi de documents papier, qui après doivent être pris en charge par les collectivités ou par les... Mais ça, il va falloir vite corriger tout ça. Mais c'est un cap pour certains, ça peut paraître évident, mais c'est un cap pour certains. Et donc cet accompagnement, il faudra voir comment on peut le construire. Ça va être fait par tous les institutionnels. Sûrement que ça doit être fait aussi par les consulaires, peut-être aussi par les centres de gestion agréés. Enfin, il y a tout un travail qui doit être un travail de réseau si on veut réussir à ce challenge, et en particulier auprès des très petites entreprises.
Il y a des logiciels de facturation en ligne qui existent aussi. Alors, il y a les logiciels métiers, bien sûr, il y a des logiciels que proposent les acteurs locaux, mais il y a aussi des logiciels de facturation en ligne qui sont très efficaces pour pouvoir faire les émissions de factures, des moyens, identifier les meilleurs moyens de paiement, vérifier et surtout bien suivre les relances et faire des automatisations, relancer mensuellement, enfin, etc. Autant de choses qui ne sont pas faites et que les petites entreprises ont beaucoup de mal à réaliser, petites ou moins, ou plus grandes d'ailleurs. Les solutions d'affacturage sont limitées, on le sait, en Guadeloupe, et notamment offertes par les banques. Elles sont chères. Dans la mesure où elles sont chères, elles sont peu accessibles aux TPE. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est une solution, mais encore faut-il y avoir accès, et il n'y en a pas des masses. L'Avance Plus de BPI, à mon avis, est encore mal connue. La problématique de l'Avance Plus de BPI, c'est qu'elle est accessible à partir d'un certain seuil. Donc ce sont quand même des montants importants. Donc là encore, on voit que les très petites entreprises ne peuvent pas nécessairement accéder à cet outil qui est particulièrement utile quand on est sur des marchés publics. Mais bon, là aussi, c'est un point qu'on aura à discuter nécessairement avec BPI pour voir comment on peut améliorer l'usage de cet outil, tout en n'en faisant pas quelque chose d'une usine à gaz par rapport à des très petits marchés. Il y a des prestataires externes, évidemment, en recouvrement, en gestion de facturation. Il faut aller chercher l'expertise là où elle est quand on ne l'a pas en interne. Ça, c'est l'une des difficultés qu'on a en Guadeloupe pour les petites entreprises. Mais ça, pour tous les sujets de conseil, les consultants externes sont assez peu sollicités, sauf pour monter des dossiers de paiement, des dossiers de subvention ou autres, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus compliqué pour l'entreprise. Mais sur des sujets experts, on a du mal à mobiliser les entreprises sur cette expertise externe. Il y a plein de sujets comme ça. Nous, DETS, on a un gros sujet qui est le conseil en ressources humaines, qui est un enjeu majeur pour les entreprises. La valeur ajoutée en organisation et en capital humain est conséquente, et pour autant, souvent, elle est mal maîtrisée. Côté collectivité, je vais aller assez vite parce que ça a été dit par tous les collègues préalablement, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a encore des collectivités qui ne maîtrisent pas totalement Chorus Pro, donc ça c'est un point important, cet accompagnement et cette maîtrise des processus, qu'ils soient dématérialisés ou qu'ils soient en organisation interne, puisque c'est ça qu'on a aussi beaucoup constaté sur les difficultés. Il y a évidemment des difficultés financières, de trésorerie comme ça a été évoqué, mais aussi des difficultés organisationnelles et de maîtrise des outils. Le service facturier a été évoqué par le DRFIP, c'est un sujet important. Alors c'est pas donné à tout le monde, mais comme c'est une mutualisation, c'est quand même une démarche qui nous paraît utile et importante de travailler, mais je sais que dans ce qui sera engagé par le directeur, ça fera partie des sujets qui seront mis sur la table, et on verra qui est en capacité de mettre ça en place. La facturage inversé a été évoqué aussi, je dirais assez vite là-dessus, parce que je fais aussi partie des personnes qui pensent que c'est utile, mais assez limité, enfin que ça s'adresse à certaines structures. Ça fonctionne très bien auprès de grosses collectivités, puis surtout quand elles se portent bien. Ça marche très bien avec des centrales d'achat. Je discutais avec l'UGAP il y a quelques temps, ça marche très bien, mais ils ont une force de frappe qui est conséquente. En revanche, pour des collectivités qui ont des difficultés financières, comme ça a été dit, ça se rajoute, comme le sénateur l'a évoqué tout à l'heure, il y a des commissions à payer, donc il faut peser la part de l'intérêt de cet exercice, il n'est pas facile, et de toute façon, il se fera sûrement sur des gros montants, mais pas sur des petits montants. Donc encore une fois, on est souvent sur du 80-20, voire même du moins de 20%, du 5% d'opérations qui pourraient bénéficier de ce type de solution. Mais c'est une solution importante quand même. Derrière, c'est évidemment plutôt les dispositifs de l'AFD qu'il faut à tout prix bien mobiliser. On a la chance, entre guillemets, parce qu'on les a, c'est pas par chance, c'est parce qu'il y a des contraintes particulières et des handicaps particuliers sur nos territoires. Mais il y a l'AFD qui propose des solutions aux collectivités, et ça c'est particulièrement important de les mobiliser au mieux. Certaines collectivités fonctionnent très bien avec ça, d'autres plus difficilement. Et donc pour la partie de la dette, pour ne pas parler que du contrôle, comme je l'ai déjà dit au président, M. Blandin, nous on est ouvert à faire un travail hors contrôle, un travail de discussion, un travail d'analyse de ce qui va et de ce qui ne va pas, et de comprendre comment on peut améliorer les choses. L'amélioration, elle passe souvent par des processus législatifs ou réglementaires, et donc ils ne sont pas nécessairement à notre main, puisque nous, on est en exécution et en application du droit, et non pas en construction du droit. Ça, c'est le rôle de nos députés et sénateurs. Mais on peut faire remonter ce qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas nécessairement bien connu au niveau national, sur nos particularités. Et quand c'est bien connu, ça peut être aussi mal interprété. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des groupes de travail au sein desquels on peut échanger notre réflexion et sortir du sujet purement régalien et contrôle avec les mêmes acteurs qui sortent de cette casquette-là, mais qui sont aussi
Nous, on a déjà fait avec le pôle C, moi, il y a quelques années, j'avais organisé avec la CPME une réunion sur le problématique des délais de paiement pour bien expliquer ce qui allait changer, comment ça se passait et quel était notre rôle. Et donc ça aussi, sur ce côté sensibilisation et pédagogie, c'est important. Et au-delà de ça, donc cet échange que l'on peut avoir avec les différents acteurs pour savoir comment on peut faire, faire bouger le droit que l'on a appliqué. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et derrière, un dernier point, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la médiation des entreprises. J'ai été médiateur des entreprises il y a quelques années. J'ai fait ça, je pense, 4 ans ou 5 ans, j'ai plus en tête. C'est très très prenant. Ça vient en plus du reste de notre travail. C'est une charge que l'on nous donne. À l'époque, j'étais responsable du développement économique à l'ADRIR. C'est vieux, quand ça a été. Non, j'étais déjà à la DIECT, excusez-moi, quand j'ai été nommé. Ça vient en plus de notre autres charges, donc c'est très très lourd. C'est très prenant. Et en l'occurrence, c'était 80% des médiations que j'avais à faire portaient sur les délais de paiement. Et 70% ou 90% de ces 80% portaient sur les délais de paiement des collectivités ou des maîtres d'ouvrage publics, pas uniquement des collectivités, pour être très clair. Donc c'est important. Et derrière, ça peut, c'est pas si simple que ça. Quand vous disiez tout à l'heure qu'à 70% c'est une réussite, chez nous c'est pas 70%, mais pour les raisons qu'on a évoquées. C'est parce que quand j'arrivais à faire signer un protocole d'accord entre une collectivité ou un maître d'ouvrage public et une entreprise, 2 mois plus tard, j'avais le comptable public qui m'appelait pour me dire « Mais monsieur de Gaillarde, on ne va pas pouvoir l'appliquer, votre protocole, parce qu'il n'y a pas l'argent dans la collectivité. » Donc voilà, après derrière, il faut œuvrer et travailler sur tous les axes. Il y a des solutions et la médiation des entreprises est intéressante, quoi qu'il en soit, elle a permis de débloquer beaucoup de sujets, d'accélérer ou de mettre en évidence des difficultés avec des solutions qui existent. Donc il y a effectivement quand même un taux de réussite important. Sur les délais de paiement des collectivités, si on est face aux collectivités dont on a parlé, celles qui sont dans le rouge, évidemment que c'est très compliqué. Mais sinon, avec des collectivités qui ont plutôt des processus compliqués et pour lesquels on constate qu'il y a des solutions à apporter, la médiation peut être très efficace effectivement dans ce cas-là. Et la médiation porte sur bien d'autres sujets de difficultés d'application d'un contrat, qu'il soit privé ou public. Donc ça, c'est important. Ça fait quelques années qu'on n'a pas de médiateur régional des entreprises. Et d'ici la fin de l'année, on est en train de se réorganiser. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est une charge très très lourde. Je l'ai vécu, j'en sais quelque chose. J'y passais mes soirées après le reste du travail. Et donc avant la fin de l'année, on aura un médiateur régional des entreprises qui sera à nouveau nommé chez nous et qui permettra de refaire ce lien avec les entreprises. Parce que je sais, pour l'avoir réalisé, ce travail, combien il peut être effectivement intéressant et utile sur ce sujet des difficultés qu'on rencontre dans les relations contractuelles. Voilà pour mon intervention. Merci. Merci beaucoup Ludovic de Gaillarde pour cette intervention et ce cadrage de la dette. Je passerai la parole maintenant à Madame Christine Gantier, directrice générale de BRG Antilles, qui nous expliquera son rôle de cabinet de recouvrement. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de m'avoir convié à cette table. Donc BRG Antilles, c'est un cabinet de recouvrement qui intervient en Guadeloupe avec une équipe 100% locale et qui a une vingtaine d'années maintenant. Donc il compte parmi les acteurs majeurs du recouvrement. Moi, je me situe en fait du côté justement des entreprises qui sont pénalisées par ces retards de délai de paiement. Et l'enjeu, ça va être d'encaisser le plus rapidement possible, mais également d'accompagner ces entreprises pour éviter que ces délais de paiement ne s'alourdissent. Aujourd'hui, faire appel à un cabinet de recouvrement, comme vous le mentionniez, ce n'est pas forcément un réflexe de la part d'un certain nombre d'entreprises, et pourtant, recouvrer aujourd'hui, ça nécessite une véritable expertise. Ça nécessite une véritable expertise aujourd'hui de recouvrer, et c'est ce que l'on propose en tant que cabinet de recouvrement. Parmi les facteurs clés d'efficacité, c'est essentiellement le facteur humain qui va jouer dans le recouvrement pour la négociation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en effet, il existe un certain nombre de moyens mais qui néanmoins parfois peuvent être limités. Et le facteur humain, la négociation va être très importante. Donc, ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est quelques conseils justement pour
pour l'efficacité d'un recouvrement. Dans les différentes phases du recouvrement, la première phase, ça va être notamment d'identifier le bon interlocuteur. Et malheureusement, dans les grandes entreprises ou dans les administrations, on observe que la responsabilité peut parfois se retrouver diluée au niveau de différents services. Donc ça va d'abord être en effet de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est à l'origine du retard de paiement. Est-ce que c'est un défaut de conformité des documents ou est-ce que c'est une vraie difficulté de trésorerie pour payer? Et puis la deuxième étape, une fois qu'on va identifier le bon interlocuteur, ça va être d'entrer en négociation. Non pas négocier sur le paiement, parce qu'en général, votre interlocuteur il est au courant de la dette, mais négocier sur le comment et en combien de temps, sachant que l'enjeu, ça va être d'aller récupérer cette dette le plus rapidement possible. Voilà. D'une manière générale, je dirais que dans le recouvrement, on ne peut pas adopter une démarche stéréotypée ou mécanique. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le facteur humain, dans la mesure où on va plutôt proposer du sur-mesure. Et la plupart du temps, il va falloir s'armer de patience, garder son calme pour maîtriser la négociation et aboutir à un résultat efficace. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à penser à recourir à l'expertise d'un prestataire externe pour vous aider et vous accompagner dans ce recouvrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette explication sur la fonction du cabinet de recouvrement. Passons la parole maintenant à Ludovic Abeille, directeur général des GDM, qui nous fera un témoignage, un retour d'expérience. Pardon. Bonjour. Alors oui, on m'a demandé d'apporter un témoignage en tant que dirigeant d'entreprise. Alors je dirige aujourd'hui AGDM, mais précédemment, pendant de nombreuses années, j'ai dirigé CAMA, donc deux concessionnaires automobiles bien connus de la place. Et entreprise qui, d'une part, travaille avec les organismes publics au travers des appels d'offres auxquels on répond et que l'on remporte parfois. Donc on travaille avec les collectivités, on travaille avec l'État et on travaille avec les hôpitaux. Je dois dire que même si des efforts ont été faits et des améliorations ont été portées sur les délais de règlement, on a très rarement, pour ne pas dire jamais, un respect des délais de règlement sur ces marchés publics. Je crois que je ne surprendrai personne en disant ça. On a des délais de règlement sur les hôpitaux qui se rapprochent des 180 jours, sur les collectivités qui sont au-delà de 90 jours, et l'État qui est peut-être le meilleur payeur des trois, qui est aux alentours de 75 jours. Donc en tant qu'entreprise, on subit déjà, comme beaucoup d'entreprises, ces délais de paiement à rallonge. Et puis, donc mon témoignage aussi aujourd'hui, il porte sur les contrôles de la dette. On subit ces contrôles, mais on les subit avec ouverture évidemment, mais et sur CAMA et sur AGDM, nous avons été contrôlés. Ces contrôles, ils ont relevé que des contrôles dans le cadre du respect des délais de règlement dans le cadre de la loi LME, ce dont on parle ce matin. Et ces contrôles, ils ont relevé que globalement, nous respectons nos engagements, nous respectons nos délais de règlement, tout simplement parce qu'on fait partie d'un groupe bien connu de la place et qui porte une attention toute particulière au respect de ces engagements contractuels. Et on en porte une attention très très particulière. Donc ces contrôles, ils ont relevé qu'on respectait nos délais. Bon, ceci dit, nous avons, et M. De Galande le disait tout à l'heure, parfois des accords contractuels avec certains de nos fournisseurs, donc les constructeurs automobiles, pour ne pas les citer, qui vont au-delà du délai légal de la loi LME, des 60 jours, plus des 21 jours dans le cadre de l'outre-mer. Et on a du mal à comprendre le bien fondé de cette règle qui nous imposerait de régler plus vite que ce que nos engagements contractuels nous donnent avec ces constructeurs.
Je comprends très bien l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est de respecter un équilibre et d'éviter un déséquilibre entre un client qui imposerait des délais de règlement à son fournisseur trop longs. Là, on se situe dans le cadre d'un concessionnaire distributeur, alors certes un acteur important localement, mais qui, à l'échelle de ces constructeurs multinationales, est un petit acteur. Bon, nous demander d'aller plus vite dans nos règlements que ce que disent nos contrats nous paraît, nous paraît inapproprié et pas pragmatique, quoi. Voilà. Donc ça, et on s'en est expliqué avec vos services. Alors aujourd'hui, on se tient à la règle qui nous est imposée, mais je dois dire qu'on a du mal à le comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on doit respecter des délais plus rapides que nos engagements contractuels. Voilà. Mais au-delà de ça, nous respectons les lois, nous respectons les délais, et ce n'est pas le cas de nos clients ici en local souvent. Voilà. Donc c'est le témoignage que je voulais apporter ce matin. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, bien sûr. Je me disais bien qu'il fallait qu'il réponde. Non, juste ça rejoint le commentaire que j'ai fait tout à l'heure, hein, effectivement, que on est très intéressé de pouvoir travailler sur ce qui ne va pas dans la loi. Mais nous, effectivement, dans le cadre de notre contrôle, on doit appliquer la loi, quand bien même elle peut effectivement avoir comme incidence que la date à laquelle vous avez payé, elle est très décalée de la date à laquelle vous allez bénéficier du produit, en l'occurrence une voiture, du produit que vous allez pouvoir mettre en vente. Et donc les décalages de trésorerie peuvent être importants, ce que la loi essaye de protéger. Pour autant, la loi, notamment l'amendement que j'ai évoqué, peut créer des difficultés. Et donc c'est intéressant de travailler sur la manière dont on pourrait éventuellement susciter une évolution de cette loi. Mais nous, dans le cadre de notre contrôle, on n'a pas le choix, on travaille sur l'application de la loi. Et pour tous les sujets complexes, ce sujet-là en fait partie, tous les dossiers complexes que l'on a, le travail de contrôle est réalisé en commun avec la DGCCRF au niveau national. Donc on échange systématiquement sur les avant-décisions, sur les orientations que l'on prend par rapport aux analyses qui ont pu être faites, de manière à bien partager ça. Par ailleurs, parce qu'il peut y avoir exactement les mêmes cas ailleurs. Alors, pour nous, peut-être outre-mer, si c'est un sujet spécifique outre-mer en termes de réglementation ou de loi, ou tout autre, surtout qu'on a souvent affaire à des groupes qui sont sur la France entière. Donc l'importance de ce relationnel avec la DGCRF est majeure, et c'est comme ça qu'on fonctionne, de manière à garantir et à fiabiliser nos décisions, qui par ailleurs, comme pour toute décision administrative, peut faire l'objet d'un recours de toute façon. Mais comme je l'ai dit, au-delà des contrôles, on est très intéressé de pouvoir discuter dans un environnement hors contrôle des difficultés que pose cette législation ou réglementation. Merci. Merci pour... Juste une chose d'ailleurs que je n'ai pas dite. Sur ces 31 contentieux, on a à peu près un tiers d'entreprises qui font des observations, et c'est à peu près un 6e, un 7e d'entreprises qui font des recours. Donc c'est limité aussi en nombre par ailleurs. Je vous invite à prêter attention à Pierre Piluzzi, qui nous a fait une vidéo, médiateur des entreprises, et il va nous entretenir sur un point d'actualité de la médiation des entreprises. Chers amis de Guadeloupe, bonjour. Je suis très heureux en tant que médiateur des entreprises d'être avec vous, même si c'est uniquement de loin, mais quand même heureux de participer à ces assises des délais de paiement pour la Guadeloupe. Le rôle du médiateur des entreprises, je tiens à le rappeler, c'est de travailler sur la confiance, sur le dialogue entre les acteurs économiques, c'est-à-dire qu'on est là pour offrir un moyen aux entreprises, entre elles, et aux entreprises et aux acteurs publics, de se parler, de se comprendre, de trouver des solutions en cas de difficulté, en cas de litige, en cas de conflit. Bien entendu, ce service, qui est donc un service gratuit de médiation, est disponible partout sur le territoire, que ce soit en métropole, mais sur les territoires ultramarins. Donc il est bien entendu à votre disposition, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Comment ça marche? Vous avez une difficulté, et bien entendu je pense à un retard de paiement, puisque c'est le sujet de ces assises, mais aussi toute autre difficulté dans un contrat avec un grand client ou un fournisseur. Vous allez sur le site médiateurdesentreprises.fr, vous saisissez en quelques lignes
votre difficulté et le médiateur ou la médiatrice le plus disponible pour vous vous appelle, vous écoute et vous permet d'aller créer un dialogue construit, un dialogue confidentiel avec l'autre partie, encore une fois, que ce soit une entreprise ou un acteur public. Ce service s'est développé formidablement, nous en faisons des milliers maintenant partout sur le territoire, nous en faisons sur les territoires ultramarins, il y en a eu plus d'une 50aine l'année dernière, il y en a encore pas mal cette année, donc n'hésitez pas à vous en saisir, c'est pour ça que nous sommes là, pour vous aider, vous accompagner, vous permettre de créer un dialogue et surtout de trouver en toute confidentialité des solutions. Nous avons voulu aussi aller plus loin et se dire venir en pompier, venir réparer, venir créer du dialogue c'est bien, mais changer les comportements c'est encore mieux. Et c'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez rentrer dans ce parcours simplement en signant la charte relations fournisseurs et achats responsables, qui donne les 10 bonnes pratiques à respecter dans une relation client-fournisseur équilibrée. Après cette charte, vous pourrez progressivement aller jusqu'à une labellisation qui va démontrer tous les efforts que vous faites sur les achats responsables. En résumé, que vous soyez dans un conflit, une difficulté ou intéressé pour avancer dans les achats responsables, une seule adresse, médiateurdesentreprises.fr. C'est là où vous trouverez toutes les indications, toutes les informations. Là aussi, vous pourrez poser des questions pour vous aider, pour avancer, pour faire en sorte que toutes les entreprises sur le territoire puissent se développer le mieux possible dans le dialogue et dans la confiance. On peut l'applaudir. Belle intervention sur la notion de médiateur d'entreprise. Les questions dans la salle, est-ce qu'il y en a sur cette thématique et la nôtre, les contrôles sur les délais de paiement? S'il n'y a pas de questions, ben on va enchaîner. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous faire une synthèse et le mot de conclusion de cette table ronde, s'il te plaît? Voilà. Je pense que le contrôle fait partie de la relation. Quand je dis ça, ça veut dire qu'une entreprise qui ne respecte pas ses délais de paiement est quelqu'un qui est répréhensible par la loi. C'est important parce qu'on a besoin d'un côté du contrôle avec la sanction, et je trouve que la sanction, si elle a été légitime, elle doit être publiée, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas des publications dans la presse économique et c'est dommage parce que ces entreprises-là, ça nuit à leur image et ça les incite. La sanction doit inciter l'entreprise à mieux régler ses fournisseurs, à prendre en compte leurs problématiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de dire que là aussi, pour l'avoir vécu en tant que directeur crédit client dans un grand groupe, lorsqu'il y a un contrôle, la DGCCRF va regarder, discuter, appréhender les difficultés que vous pouvez rencontrer, etc. J'ai particulièrement apprécié votre témoignage, monsieur, il est tout à fait édifiant et tout à fait intéressant à prendre en compte. Et donc là aussi, à travers ce genre de choses, il faut aller plus loin et voir pourquoi il y a des difficultés pour ne pas être réglées. Donc ça, c'est important. Je pense que l'aspect contrôle est vraiment très, très important et se faire accompagner aussi pour se faire recouvrer, bien sûr. Et j'insiste, j'en ai déjà parlé, sur le médiateur des entreprises, parce que c'est un service, encore une fois, gratuit. Et ce service gratuit vous permet de conserver une bonne relation avec votre client, même si vous avez un problème spécifique sur une opération donnée. Merci. Voilà, merci. Vous pouvez applaudir pour cette table ronde. Je vais vous remercier